Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. C'est officiel, le projet de constitution en Centrafrique a finalement été voté ce dimanche. Le texte sera soumis à un référendum le 4 octobre. En 10 ans, la Banque africaine de développement a beaucoup œuvré en faveur des échanges commerciaux intra-africains. L'occasion de revenir sur le bilan en matière d'intégration régionale de l'ancien président de la BAD, Donald Kaberuka, qui passera le témoin ce mardi à son successeur, Akinwumi Adesina. Et cette intégration régionale, les États d'Afrique de l'Ouest veulent la dynamiser. Pour y parvenir, ils veulent mettre en place d'ici 2020 une monnaie unique. Une réunion en ce sens est prévue le 4 septembre à Dakar, capitale sénégalaise. Après avoir fait de nombreux allers-retours entre les différentes instances chargées de son élaboration, la constitution centrafricaine a finalement été votée par les parlementaires ce dimanche 30 août. Le texte sera soumis par référendum à la population le 4 octobre. Un texte qui représente un enjeu de taille pour un pays en pleine période de transition et qui entame sa reconstruction. Alioune Guindo, commentaire Anne-Marie Thias-Borges. Le projet de constitution a été adopté par les parlementaires du Conseil national de transition ce 30 août 2015. Après de nombreux allers-retours entre la Cour constitutionnelle centrafricaine et le Conseil national de transition, ce projet de constitution a été adopté par 84 voix sur les 94 députés du CNT. Point saillant de ce projet, la création d'un Sénat et la question de l'immunité parlementaire. Finalement, il faut savoir que la Constitution est une loi nationale et la manière dont cela a été préparé ici, en Centrafrique, nous considérons vraiment que cela a requis le consensus national. Ça veut dire qu'à la fin de la transition, les Centrafricains auront une loi fondamentale qui va désormais gérer leur vie politique et donc pour nous, c'est vraiment une grande étape. Cette Constitution-là qui a fait plusieurs allers-retours entre le gouvernement, la Cour constitutionnelle de transition, le Conseil national de transition, les forces vives de la nation, des ateliers d'enrichissement, reflètent quelque peu ce que les Centrafricains souhaitent consolider dans leur démarche difficile vers la démocratie et dans l'objectif politique de la réconciliation, du vivre ensemble et d'une meilleure gestion de l'État. Avec 6 votes contre et 4 abstentions, le projet de constitution n'a pas réussi à faire l'unanimité auprès du Parlement du Conseil national de transition. Certains opposants, tels que Michel Loudégué, rapporteur général de la loi, et Léa Koyassoum Dunta, vice-présidente du CNT, déplorent le choix des députés de créer un Sénat. Selon eux, l'État aurait d'autres priorités. Le Sénat n'apporte rien de nouveau au pays, dans le paysage parlementaire, dans le paysage politique. Nous avons un Parlement jeune qui doit être consolidé, d'abord par une formation des députés, et de manière à ce qu'ils aient le sens même de leur responsabilité vis-à-vis de la nation d'abord, et responsabilité vis-à-vis de leurs électeurs. C'est une étape qu'ils doivent attendre et qui n'apporte absolument rien dans le contexte actuel. Dans un contexte de transition politique et d'insécurité sur le terrain, le projet de constitution emporte l'espoir d'un renouveau politique pour la République centrafricaine. Il fera l'objet le 4 octobre 2015 d'un référendum national. Et sachez par ailleurs, toujours en Centrafrique, que toute personne ayant été membre de l'autorité de transition n'est pas autorisée à participer aux élections présidentielles et législatives. Une disposition qui doit toutefois être clarifiée. Anéfis, ville malienne située à une centaine de kilomètres au sud de Kidal, est occupée par les groupes armés pro-gouvernementaux depuis le 15 août. Les forces loyalistes y ont délogé les ex-rebelles après des combats qui ont duré 2 jours. La médiation internationale a donc proposé un plan de sortie de crise selon lequel ces mêmes milices devaient déposer les armes et quitter la ville sans condition. Un plan accepté immédiatement. Les groupes armés ont commencé à quitter la ville. Liselsia Kizimana. Les groupes armés pro-gouvernementaux acceptent de quitter Anéfis, la localité de la région de Kidal, au Mali. Les pressions de la communauté internationale et le message fort du président malien Ibrahim Boubacar Keïta du 28 août 2015 ont porté leurs fruits. Le retrait d'Anéfis du groupe Touareg Imrad et allié Gatia sera sans condition. C'est une pression internationale autour du Gatia pour libérer cette zone au profit de la CEMA. Le Gatia aussi a donné son accord vu la pression et c'est dans l'esprit surtout de l'accord de paix parce que dans l'accord il avait été dit que toutes les forces devraient garder leur position initiale. C'est au nom de ce principe-là que les gens ont dit que le Gatia ne pouvait pas occuper cette position qui est une position initialement
gardées par la CEMA. Les groupes armés du Gatia avaient pris cette localité d'Anefis aux ex-rebelles de la coalition des mouvements de la Zawad, la CEMA, après une attaque du 15 août 2015, ce qui a poussé les responsables de la CEMA à suspendre leur participation à la médiation du suivi des accords de paix d'Alger. Ils ont ainsi accepté de rejoindre la table de la médiation à condition que le Gatia quitte Kidal, une annonce qui intervient au grand soulagement des populations de cette région du Mali. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne qu'à Kidal, les populations souffrent. Parce qu'à Kidal, il n'y a aucun service social de base, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène. Donc c'est très compliqué. Les populations sont aux abois. Les gens pensaient qu'avec l'arrivée de Gatia, ça allait être une sorte de libération. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, Kidal est devenu un no-man's-land. La CEMA veut des prétentions sur Kidal alors qu'elle n'a pas les moyens objectifs pour, en tout cas, satisfaire les populations de cette localité. Pour l'heure, la population espère l'application de l'accord de paix signé le 19 juin 2015 à Alger en Algérie. La remise sur les rails du processus de paix fait partie par ailleurs des axes de discussion entre le président malien et son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Ibrahim Boubacar Keïta est en effet en visite en Algérie du 30 au 1er septembre 2015. C'est ce 1er septembre qu'aura lieu à Abidjan, Côte d'Ivoire, la passation de service entre le président sortant de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, et son successeur, Akinwumi Adesina. L'occasion de faire le point sur ses actions menées en faveur des échanges intra-africains pendant ses 2 mandats passés à la tête de l'institution panafricaine. Ibra Radindiaye. La libre circulation des personnes et des marchandises sont des éléments essentiels pour mesurer l'intégration sous-régionale. Fort de ce constat, le président sortant de la Banque africaine de développement a, durant ses 2 mandats de 5 ans, passé à la tête de l'institution panafricaine fixé plusieurs objectifs ambitieux, notamment le renforcement des échanges commerciaux ainsi que le développement des transports dans la sous-région. Selon de nombreux analystes, des avancées notables dans ces secteurs peuvent aujourd'hui être constatées. L'action dans le domaine de l'intégration régionale peut être analysée sous divers angles. Le développement des infrastructures, la gouvernance des institutions régionales, voire le renforcement du commerce intra-régional. Sur ce dernier point, par exemple, la banque a été très active, notamment dans le financement, en poursuivant le financement des infrastructures multinationales, ce qui a renforcé énormément les échanges intra-régionaux en Afrique, qui ont plus que doublé depuis 2005 que Kaberuka est arrivé à la BAD. Les besoins de financement des infrastructures restent cependant importants et s'élèveraient à plus de 50 milliards de dollars selon Donald Kaberuka. Pour relever ce défi, l'institution financière a créé le Fonds Africa 50 avec comme priorité l'accélération de l'intégration régionale grâce au développement des infrastructures, notamment ferroviaires. La coopération entre les institutions africaines a également connu une évolution positive sur le continent durant ces 10 dernières années. Il y a également un vrai changement aujourd'hui au niveau de l'Afrique en ce qui concerne la vision. Aujourd'hui, l'Afrique a une vision de l'intégration régionale qui vient du fait que la BAD a énormément contribué au renforcement de la coopération avec l'Union africaine notamment, au sein des institutions qui ont été créées notamment pour développer des infrastructures régionales, notamment le PIDA, le plan de développement des infrastructures régionales, dont la BAD est l'organe d'exécution. Sous la présidence de Donald Kaberuka, la BAD a financé pour plus de 3 milliards de dollars quelques 60 projets d'une valeur de 32 milliards de dollars. Après 10 années à la tête de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka cède ce mardi 1er septembre sa place au Nigérian Akinwumi Adesina. L'intégration régionale passe aussi par la mise en place d'une monnaie unique. C'est le projet qu'ambitionnent de mettre sur pied les États d'Afrique de l'Ouest. À quel point cette monnaie unique facilitera-t-elle les échanges entre les États de la sous-région? À quelle échéance ce projet pourra-t-il se concrétiser? Autant de questions auxquelles les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales de la zone tenteront de répondre le 4 septembre à Dakar, la capitale sénégalaise. Idlatmira Belbissou. La monnaie unique au centre d'un conclave à Dakar le 4 septembre 2015. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de la communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest vont échanger sur la faisabilité du projet de la monnaie unique dans la sous-région.
cette monnaie économique aura certains avantages par rapport à cette communauté. Déjà, elle permettrait de rendre la communauté beaucoup plus intégrée. En tout cas, ça va permettre à cette partie de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir fluidifier ses relations commerciales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que la monnaie est un barrage, ce qui fait que si vous êtes au Sénégal, vous voulez commercer avec quelqu'un du Nigeria, il faut que vous preniez en considération le coût du change, qui peut être positif ou négatif selon le coût du marché. Donc, ça va vraiment permettre une meilleure intégration des économies de toute la CEDEAO, et ça, c'est un gain non négligeable. Cette rencontre interviendra après la réunion du comité technique de suivi des politiques macroéconomiques de la CEDEAO ouverte depuis le 31 août 2015. Le comité technique passera en revue jusqu'au 2 septembre 2015 les performances économiques des États membres en 2014 et analysera les progrès réalisés. Même si la monnaie unique se présente comme une intégration monétaire réussie, les États devront s'entendre sur certaines normes pour atteindre les objectifs économiques prévus dans la sous-région. Il faut qu'il y ait un caractère symétrique dans l'absorption des chocs économiques dans les pays, et ça ne va pas être simple. Et puis essayer aussi de mettre en place une politique monétaire commune à ces pays de la CEDEAO, ça va être extrêmement difficile, parce que il va falloir qu'il y ait une convergence en matière d'inflation, il va falloir qu'il y ait une convergence dans les finances publiques, il va falloir aussi une réserve de change. Or, aujourd'hui, on voit très bien que les pays africains sont les pays qui sont déficitaires, donc les comptes des finances publiques ne sont pas tous, on ne pourrait pas dire qu'ils répondent tous aux mêmes normes de qualité que ça devrait être. Donc il va falloir que tous ces pays acceptent de rentrer dans les normes en termes de finances publiques, qu'ils acceptent de contrôler l'inflation. L'état de la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d'État dans le cadre de l'accélération du processus de réalisation de la monnaie commune dans la zone CEDEAO en 2020 sera rendu public après le conclave de Dakar le 4 septembre 2015. L'intégration monétaire ouvre des perspectives économiques remarquables, notamment dans les domaines des échanges commerciaux entre les pays et le développement des infrastructures transfrontalières. Une rentrée des classes particulières pour la Sierra Leone. 1,8 million d'élèves ont pris le chemin de l'école ce lundi. Les autorités restent vigilantes au vu de la menace liée au virus Ebola et sont conscientes que cette rentrée peut représenter un danger. Les écoles ont reçu du matériel adéquat et les enseignants ont suivi une formation pour éviter toute contamination. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.